répondre. Effectivement, comme le disait Éric, ce report, est-ce que c'est, une chance pour les fabricants et autres opérateurs économiques, hein, je dirais? Oui, ça va nous permettre d'avoir, un peu plus, de temps, mais pas tant que ça, en fait. Ça nous donne un tout petit peu plus, d'oxygène, je dirais. Mais c'est surtout une très grande chance, je pense, pour les autorités et les organismes notifiés, qui, n'ont peut-être pas assez anticipé tous les changements de leur côté et qui donc, sont un peu en retard, notamment, on a besoin, de pas mal de documents d'interprétation du règlement et on les attend. Donc effectivement, ça va être, ce report-là va nous permettre, au moins d'avoir ces documents-là. Donc, pour le calendrier, je l'ai corrigé parce qu'en fait, ce report, change pas beaucoup de choses. La date de report, donc c'est juste, il y a eu, 2 corrigendums du règlement qui sont apparus au fil de l'année dernière et en avril, il y a eu, cet addendum, qui est l'addendum 2020, 561, qui a, repoussé en fait la date d'application du règlement au 26 mai 2021. Mais en fait, c'est juste ça qui a été reporté. Ce qui veut dire que, comme vous le voyez là sur l'écran, dans le calendrier de mise en œuvre, ce qui a été modifié, mais c'est les années de transition entre l'entrée à vigueur de ce règlement qui était au 25 mai 2017 et la date d'application qui a été repoussée au 26 mai 2021. Ensuite, rien n'a changé, heu, par rapport, heu, par rapport à la période de grâce. La période de grâce court toujours jusqu'au 26 mai 2024. Elle n'a pas été repoussée jusqu'à 2025, donc elle n'a pas été repoussée d'1 an. Les certificats selon les directives seront donc tous abrogés, au 26 mai 2024. Donc ça veut dire qu'on gagne une petite année, notamment pour la nomination des organismes notifiés, mais on ne gagne pas de temps ensuite, pendant la période de grâce. Les dates, derrière restent toujours, les mêmes, c'est-à-dire abrogation, des certificats selon directive au 26 mai 2024 et fin de possibilité de mise à disposition, des dispositifs qui sont mis sur le marché selon les directives au 27 mai 2025. Pour l'instant, en termes de date, voilà ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas trop de dates qui ont changé. Il y a certaines dispositions pour certains dispositifs qui ont changé, à savoir, leur période de grâce a un peu changé. Donc ça, on va le voir, dans les slides suivantes, en fait, type de produit par type de produit, un peu les changements qui sont apparus, mais qui venaient, eux, plutôt de corrigendum et pas de cet addendum, et de ce report du règlement. Mais, pour le report du règlement, c'est vraiment la date de mise en application qui a changé. Donc pour les produits, les dispositifs fabriqués à partir, de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale ou de leurs dérivés non viables ou rendus non viables devront être certifiés selon le règlement 2017-745, donc le MDR, proprement parlé, au 26 mai 2021. De même pour les dispositifs incorporant une substance médicamenteuse, donc les articles 117. D'ailleurs, il y a un DCG qui est sorti sur ces produits-là, avec un certain nombre, je dirais d'aides pour déposer ces dossiers. Pour les dispositifs sur mesure de classe 3 implantables, c'est de même, ils devront être certifiés, selon le règlement, au 26 mai 2021. Donc ça, pour l'instant, cela n'a pas, là, c'est juste la date qui a changé. Au lieu de 26 mai 2020, c'est 2021. Pour les autres produits, tous les dispositifs de classe 1 dont la déclaration de conformité a été établie, avant le 26 mai ou sera établie avant le 26 mai 2021 et dont, avec le passage au règlement, l'intervention d'un organisme notifié est requise. Donc les dispositifs de classe 1 qui vont changer de classe, en fait, qui vont passer à un S, un R, 2A, 2B, 3 pour les logiciels notamment. Donc pour ces dispositifs-là, ils peuvent continuer à rester conformes aux directives pendant toute la période de transition, donc qui s'arrête au 26 mai 2024.
et devront être certifiés donc selon le règlement qu'au 26, enfin, avant le 26 mai 2024. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de changement significatif de conception ou de changement de destination pendant cette période. Sinon, lors de dépôt de dossier de changement significatif, il faudra passer à une certification selon le règlement. De même, pour les dispositifs de classe 1M, 1S, 2A, 2B, 3 certifiés selon les directives par un organisme notifié, donc vraiment qui sont conformes aux directives. Ils peuvent rester conformes aux directives pendant la période de transition, en fait, jusqu'à la péremption de leur certificat et seront certifiés donc selon le règlement 2017-745 à péremption de leur certificat et au plus tard au 26 mai 2024. Bien sûr, s'il n'y a aucun changement significatif de conception ou de changement de destination pendant toute cette période transitoire. Auquel cas, pour tout changement significatif, ils devront bien sûr répondre au règlement et donc faire une certification selon le règlement. Pour les produits n'ayant pas de destination médicale prévue, donc tous ces produits qui ne correspondent pas à la définition de dispositifs médicaux, mais qui doivent répondre aux exigences du règlement 2017-745, donc l'annexe 16, tous ces produits doivent être certifiés selon le règlement 6 mois après la publication de la spécification commune concernant le produit en question et au plus tard au 26 mai 2021. Donc par contre, les organismes notifiés ne peuvent pas accepter de demande de certification et d'application tant que les spécifications communes ne sont pas publiées. Donc là, pour ces produits-là, on est encore dans une période un peu transitoire et un peu difficile puisqu'il n'y a aucune spécification commune qui n'a été à ce jour publiée et on est quand même à 11 mois de la date fatidique. Par contre, quel que soit le dispositif, donc pour ces dispositifs de classe, voilà, c'est à chaque fois bien déposé. Par contre, quel que soit le dispositif, il y avait un certain nombre d'exigences du règlement qui devaient s'appliquer au 26 mai 2020 et qui vont maintenant être applicables dès le 26 mai 2021. Donc, c'est un certain nombre d'exigences quand même selon lesquelles on a gagné un peu. En tant que fabricant, vous avez gagné un peu de temps. Clairement, il y a la surveillance après commercialisation. Donc, je sais notamment qu'un certain nombre d'entre vous ont dû déjà fournir vos procédures de PMS ou de sac de surveillance après commercialisation à vos organismes notifiés. Et effectivement, vous avez encore 1 an avant de mettre en place toutes ces exigences. Les exigences de surveillance du marché, alors là, ce sont les exigences pour les organismes notifiés et pour les autorités compétentes. Donc effectivement, elles ne seront applicables qu'au 26 mai 2021. Cette période, en fait, là, et cette période d'un an gagné est là plus pour les organismes notifiés déjà, pour avoir le temps d'être notifiés d'après le règlement, hein, puisque jusqu'à présent, on n'a que encore 14 organismes notifiés qui sont notifiés d'après le règlement donc 2017-745 et que 4 pour le règlement IVDR. Donc effectivement, ça donne un peu de temps encore pour obtenir leur certification. Il y a d'autres impacts hein, de cette prolongation en fait de la période de grâce. Donc effectivement, pour les organismes notifiés, on les verra un peu plus tard. Il y a quelques petits changements pour les organismes notifiés entre-temps, dus à ce report et dû aussi à la crise actuelle du Covid. Donc, on en parlera un peu. Et il y a donc au 26 mai 2021, vous devrez remplir aussi les exigences du règlement en termes de vigilance. Donc là aussi, c'est pas une mince affaire. Ça vous laisse encore 1 an de plus pour mettre en place toutes les bases de données nécessaires pour le tracking des incidents, pour les suivis de tendance, et aussi de mettre en place toutes les clauses portant sur la vigilance dans vos contrats avec vos sous-traitants, vos distributeurs, enfin tous les opérateurs économiques. Donc ça laisse un peu de temps quand même, c'est toujours agréable, je dirais, d'avoir ce temps-là. Heu,
Pour les études cliniques de même, donc ce qui signifie que la loi, notamment en France, la loi Jardé ne sera plus applicable aux dispositifs médicaux au 26 mai 2021. Donc, ça laisse un peu de temps aussi aux autorités de se retourner, notamment à l'ANSM, de se retourner et au ministère de la santé et de voir dans quel cadre ils vont modifier. Donc effectivement, vous devrez, à partir du 26 mai 2021, lorsque vous lancerez des études cliniques sur vos dispositifs médicaux, suivre les, modalités et les exigences du règlement et non plus, les exigences de la loi Jardé, et on sait qu'il y a quelques différences applicables. Ensuite, au 26 mai 2021, toutes les exigences en termes d'enregistrement des opérateurs économiques seront applicables. Donc, tous les opérateurs économiques devaient au départ, et on va parler aussi sur l'enregistrement des dispositifs, puisque c'est à peu près la même chose. Donc, toutes ces exigences-là devaient s'appliquer au 26 mai 2020, s'appliqueront au 26 mai 2021 et elles étaient portées par un enregistrement dans EUDAMED. EUDAMED étant aussi reporté, mais de façon un peu différente, on va dire. C'est pas malheureusement que d'un an, puisque logiquement toute EUDAMED devrait être ouvert en mai 2022. Donc il est indiqué, dans un des derniers documents, qui a été édité par le MDCG, donc le groupe d'experts européens, donc le 2019-4, que les éléments de données des dispositifs devront être saisis dans EUDAMED. Parce que mes écouteurs, ceux-là, ils sont pas compatibles. Donc, ils seront saisis dans EUDAMED 18 à 24 mois après l'entrée en vigueur d'EUDAMED. Donc, clairement, vous devrez quand même enregistrer vos dispositifs au 26 mai 2021 par un biais différent. Donc, pour l'instant, les autorités compétentes ont signifié qu'on devrait le faire sur les enregistrements habituels auprès des autorités compétentes dont on dépend. Mais entre-temps, il pourrait y avoir un, excusez-moi, je coupe à chaque fois les micros. Il pourrait y avoir des indications sur des formulaires transitoires à remplir. Donc voilà pour les parties qui ne bougent pas. Je vous ai dit, effectivement, ce report, il n'y a pas énormément de changements. On a gagné, je dirais, 1 an pour certaines choses. Ça permet de peaufiner ces procédures, peut-être de faire des audits à blanc, de contrôler, de faire des audits aussi des distributeurs sur la vigilance. Ça permet voilà, de faire toutes ces activités-là, mais c'est surtout aussi, ça va nous permettre de prendre connaissance des différents documents qui sont attendus, notamment dans l'année, fin d'année 2020 et début d'année 2021. Beaucoup de MD, notamment de documents DCG sont attendus. Donc, par rapport à EUDAMED, puisque j'en parlais, j'ai fait un petit point quand même par EUDAMED. Dernièrement, la Commission européenne, donc c'était il y a à peu près un mois, vers le 20 mai, EUDAMED a fait la Commission européenne, pardon, a fait un point sur l'avancée d'EUDAMED et a indiqué donc que certains modules seraient sûrement prêts avant mai 2022, puisque la date annoncée officiellement pour l'instant du report de la MED est de mai 2022. Mais la Commission européenne a dit qu'ils étaient en bonne voie sur certains modules, donc notamment sur tout le module sur les acteurs, donc qui va permettre l'enregistrement justement des opérateurs économiques qui concernent les fabricants, les mandataires, les importateurs, la déclaration des personnes chargées de veiller au respect de la réglementation, toutes les sponsors aussi d'études. Donc tout ce module-là devrait être prêt en mars 2021. Je dis bien devrait être prêt puisque même la Commission européenne a employé ces termes-là, donc à moins que des essais leur donnent tort, mais ils ont dit de toute façon, ça devrait être prêt pour mars 2021 et au plus tard pour mai 2022. De même pour le module dispositif, donc qui vous permettrait d'enregistrer vos dispositifs
dans la base de données et qui vous permettrait, notamment, de, d'enregistrer les UDI de base, donc l'identifiant, de base de vos dispositifs. Donc ce module-là devrait être prêt en mai 2021, ainsi que le module sur les certificats et les organismes notifiés. Donc c'est le module, où tous les organismes notifiés vont enregistrer les certificats qu'ils ont attribués, avec leur date de péremption bien de validité bien sûr, les différents certificats qui sont suspendus. Donc voilà, toutes ces informations-là devraient être ouvertes en mai 2021. Par rapport à Eudamed, il y a un certain nombre, la Commission européenne s'est engagée à nous fournir, un certain nombre de documents. Donc, il y a un position paper, donc, une lettre de position, sur l'enregistrement des acteurs, économiques et donc, le code, le numéro d'enregistrement, donc le CRN, le numéro d'enregistrement qui vous permettrait de vous enregistrer dans Eudamed qui est attendu là, très bientôt, donc en Q2 2020. Il y a aussi un guideline sur les solutions administratives et techniques en l'absence de DAMET, mais même si, il y a, un certain nombre en fait de solutions qui sont édictées dans le règlement, puisque dans le règlement, les législateurs avaient déjà prévu qu'il y aurait peut-être, voilà, un retard de DAMET. Donc effectivement, dans le règlement, il y a des petites, solutions transitoires qui sont indiquées, mais on attend aussi ce guideline, donc là pour Q2 2020 aussi, et une fiche d'information sur les informations accessibles au public, donc toutes les informations qui seraient dans EDAMED et qui seraient accessibles au grand public. Donc là, je vous les ai, normalement, on avait quelques indications quand même. Donc vous avez une petite étoile sur, les parties où il y aurait des informations accessibles au grand public. Donc comme vous pouvez le voir, il y a notamment, les identifications de certains fabricants, mandataires, importateurs, assembleurs, la partie, module dispositif avec, les UDI, et les nomenclatures, une partie sur les certificats, les organismes notifiés, une partie en vigilance sur les rapports d'incidents et les actions correctives. Dans le module investigation clinique, tout ce qui est les notifications d'études, les événements indésirables, les rapports et les résumés des études cliniques, et sur la surveillance du marché, des synthèses des actions en surveillance du marché. Donc voilà, c'est un certain nombre d'informations qui devraient être rendues publiques via Eudamed. Après, on attend cette fiche d'information pour avoir un peu plus de détails, juste pour savoir effectivement jusqu'à quel détail, le grand public, aura accès. Donc par rapport à l'UDI, par contre, ce report, du règlement n'a pas, enfin dans aucun texte sur ce report du règlement européen, du règlement, donc sur les dispositifs médicaux, hein, puisque pour l'instant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, il n'y a aucun report. Il n'y a pas de report non plus, pas de changement sur le calendrier, de l'UDI. Donc effectivement, à part le fait que vous avez jusqu'au 26 mai 2021 pour affecter un UDI à chacun de vos dispositifs, après il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que l'UDI doit être présent sur tous les étiquetages de tous les DN de classe 3 et implantables au 26 mai 2021. On aura accès à la base, EUDAMED au 26 mai 2022. Au 26 mai 2023, l'UDI devra être présent sur tous les étiquetages des DM de classe 2A et 2B et par gravage sur tous les DM réutilisables de classe 3 et implantables. Au 26 mai 2025, l'UDI devra être présent sur tous les étiquetages des dispositifs de classe 1 et par gravage, le plus souvent, sur tous les DM de classe réutilisable, enfin les dispositifs médicaux réutilisables de classe 2A et 2B. Et enfin, au 26 mai 2027, l'UDI devra être présent sur les dispositifs réutilisables de classe 1, donc le plus souvent par gravage. Ça n'a pas changé. Ce calendrier, pour l'instant, il n'y a eu aucun impact
de ce report du règlement. Comme je vous le disais, il y a un impact aussi sur les organismes notifiés. Alors, sur les autorités compétentes, le report a un impact aussi. Ça leur permet notamment de s'organiser en interne, de pouvoir éditer des documents d'interprétation ou d'aide pour les fabricants, donc pour les opérateurs économiques. Et aussi, ça leur donne le temps, en fait, d'aller inspecter d'auditer les organismes notifiés en vue de les certifier selon le règlement. Donc, pour les organismes notifiés, ils ont déjà un point avec ce report, c'est qu'ils ont gagné 1 an pour être notifiés selon le règlement. Et donc, il y a pas mal, je sais, d'organismes qui sont en cours de notification selon le règlement. Donc ça leur a donné un peu plus d'oxygène. Il y a eu aussi d'autres points, c'est-à-dire que puisque le règlement est reporté jusqu'au 26 mai 2021 et qu'en fait, il y avait énormément d'organismes notifiés dont les certificats arrivaient à fin de validité, donc leur certification pour pouvoir donner des certificats selon les directives tombaient en fin de validité actuellement ou avant, en tout cas le 26 mai 2021. Donc la Commission européenne a publié de nouvelles dispositions pour les autorités compétentes, facilitant le processus de renouvellement des désignations d'organismes notifiés pour qu'ils puissent travailler selon les directives. Donc, bien sûr, tout en permettant aux autorités de mettre en place des mesures dérogatoires. Alors, il y a plusieurs types de mesures dérogatoires. Il y a effectivement les mesures dérogatoires pour leur permettre de travailler encore selon les directives, mais il y a aussi le fait que les audits vont se passer pas sur site, mais à distance du fait des demandes de distanciation sociale et des mesures de précaution que nous connaissons actuellement à cause de la crise du Covid. Voilà, il y a toutes ces mesures dérogatoires mises en place. La Commission a bien aussi insisté sur le fait que l'évaluation de l'organisme notifié devra toujours vérifier la compétence en continu de l'organisme notifié et inclure un examen approfondi de documents et des activités de l'organisme. Effectivement, comme je vois Sabrina l'explique, les audits à distance. Donc, effectivement, pour les organismes notifiés, c'est des audits à distance, mais pour vous aussi, hein, vous pouvez vivre des organismes à distance et ce n'est pas si simple. Effectivement, des fois, c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir du présentiel, je vous le confirme. Et pour les organismes notifiés, c'est pareil. Bien sûr, il y a aussi d'autres impacts, c'est-à-dire que le fait d'avoir un report de la date d'application du règlement fait que certains organismes notifiés proposent des renouvellements ou des extensions de leurs certificats de marquage selon les directives. Donc, ils ont recommencé à en proposer puisqu'ils avaient arrêté fin d'année dernière et là, ils recommencent à en proposer et même certains permettent de nouvelles certifications selon les directives, c'est-à-dire acceptent de nouveaux clients, de nouveaux acteurs arrivant dans le monde du dispositif médical, d'avoir une certification selon les directives. Donc après, je ne vais pas vous citer les organismes notifiés parce que c'est vraiment du cas par cas, mais je viens de voir pas mal de sociétés qui avaient été contactées par leurs organismes notifiés et qui avaient pu qui étaient en train de mettre en place une certification selon les directives. Donc effectivement, si votre stratégie est là, vous pouvez demander le renouvellement ou même si vous aviez un projet de dispositif médical qui arrive à terme actuellement, il vous sera possible peut-être de le certifier selon les directives. Donc les prochaines étapes, pour votre plan d'action par rapport au règlement, les étapes ne doivent pas changer. Vous avez juste 1 an de plus, je dirais et 1 an de plus, c'est vraiment pas beaucoup au vu
de tout le travail que vous devrez, que vous devez mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place pour être honnête, puisque normalement devriez avoir déjà bien commencé votre plan d'action pour passer, selon le règlement. Donc effectivement, 1 an, ça va vous donner un tout petit peu d'oxygène et surtout peut-être, ça va vous permettre de suivre un peu plus facilement, cette veille réglementaire, qui se veut très, je dirais, changeante, et très fournie cette année. Donc, ça va vous donner un peu de temps de prendre connaissance des différents documents. Donc, je vous ai, mis un plan d'action là en 2 slides. C'est un plan d'action, que je mets moi-même en place, avec les sociétés que j'accompagne actuellement. Donc, moi actuellement, j'accompagne plutôt des sociétés qui sont en plus dans le l'e-santé, donc, avec des logiciels et cetera. Donc, eux, ils ont quand même beaucoup de changements parce que souvent la plupart des logiciels étaient en classe 1 selon la directive et donc ils passent en classe 2A, 2B ou même 3, hein, selon le règlement. Donc effectivement, on a établi des plans d'action bien carrés et très restrictifs. Donc j'ai essayé, d'être la plus exhaustive possible, dans le plan d'action que je vous conseille. Donc je pense que vous devez déjà y être en plein. Donc, je vais présenter dans les grandes lignes, hein, et après, vous aurez accès quand même à ces slides et vous pourrez comme ça en prendre connaissance, point par point. Mais effectivement, dans les grandes lignes, que ça soit pour des classes 1 qui sont en auto-certification ou pour toutes les autres classes qui passent par un organisme notifié, il faudra bien implémenter un système de management de la qualité compliant au règlement et donc, il faut effectivement la plupart des sociétés appliquent la norme, 13485 pour prouver la conformité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un article, l'article 10, tiret 9 qui parle effectivement des exigences en termes de système de management de la qualité, du règlement. Donc il faudra que votre système de management de la qualité, soit conforme, bien vérifier votre évaluation clinique puisque ce système de management de la qualité parle bien de l'évaluation clinique, mettre en place vos plans de surveillance après commercialisation et de suivi clinique avec commercialisation. Alors, je sais que pour la plupart des fabricants, c'était déjà demandé lors des derniers audits des organismes notifiés, mais prendre des dispositions aussi avec vos fournisseurs et vos sous-traitants concernant les audits inopinés, puisque les audits inopinés des organismes notifiés vont se renforcer. Ensuite, il faudra préparer votre dossier technique et votre dossier de conception pour les classes 3 en fournissant toutes les informations nécessaires sur votre dispositif, sur son utilisation prévue. Donc, il faudra faire attention parce que même si quand on prend l'annexe 2 et l'annexe 3 sur le contenu du règlement, on a l'impression qu'il n'y a pas de très grande différence avec la directive. Mais en fait, pour commencer à vivre les premiers audits de dossier, de marquage, je me suis bien aperçue que, les exigences du règlement allaient bien au-delà des exigences de la directive et souvent on vous demande d'aller beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de justifications et de détails dans vos dossiers. Donc avec beaucoup plus de rapports d'essai, les rapports d'évaluation clinique doivent être vraiment, très, très bien ficelés. Donc un conseil surtout, faites très attention à vos documents techniques et surtout pensez à alors, il y a le fait des audits à distance actuellement, mais pensez aussi en termes d'auditabilité de votre dossier technique. C'est-à-dire votre dossier technique, lors des différentes étapes de certification. Bien sûr, normalement, un auditeur va venir, mais va venir ici chez vous, sur site, normalement, hors Covid, l'auditer. Mais ensuite, ils vont prendre votre dossier technique et l'auditer sur site et il sera morcelé auprès de plusieurs experts. Donc, pensez bien à l'auditabilité de il faut que ça soit très facile, très facilement lisible, très facilement, je dirais auditable et compréhensible pour un auditeur externe. Donc, vraiment penser à la construction de ce dossier technique. Moi, j'ai vu dernièrement des non-conformités qui venaient juste de là, du fait que le fabricant maîtrisait tellement bien son dossier technique, que pour un auditeur externe, c'était pas si compréhensible que ça et lisible et donc il y a eu un problème. Pensez à obtenir un identifiant, unique
Donc n'hésitez pas, à penser à cet identifiant unique pour vos dispositifs. Bien sûr, nommez un mandataire si, vous êtes un fabricant hors de l'Union européenne et indiquez l'adresse de votre mandataire, sur les étiquettes. Obtenir le numéro d'identifiant unique aussi sur Eudamed. Ensuite, soit vous serez audité par un organisme notifié, soit pas, suivant votre classe. Vous obtiendrez, je vous le souhaite en tout cas, votre certificat de marquage pour votre dispositif et le certificat pour votre système de management de la qualité. Donc, les certificats devront être renouvelés, donc il faudra, et vous aurez des audits de suivi tous les ans. Préparer la déclaration de conformité conformément à l'annexe 5. Donc ça, je rappelle, cette déclaration de conformité est un document qui est contraignant juridiquement pour le fabricant. Donc, le fabricant déclare que le dispositif est conforme aux exigences européennes applicables. Donc, là, vous engagez votre responsabilité en tant que fabricant et même votre responsabilité juridique. Et ensuite, vous pouvez apposer le marquage CE. Ensuite, il faudra enregistrer votre dispositif et son identifiant unique dans la base de données Eudamed quand Eudamed sera prête. Et l'UDI doit figurer sur l'étiquette suivant le calendrier que je vous ai déjà présenté. Et ensuite, bien sûr, vous aurez des audits de suivi tous les ans et vous devrez mettre en place et suivre toutes les activités de suivi après commercialisation, d'évaluation clinique et de suivi clinique après commercialisation pour avoir le maintien de votre certification. Alors, je viens de voir une question. Je vous remettrai votre micro juste en fin et vous pourrez la poser, Sophie, parce que je ne la comprends pas tout à fait. Donc, j'aimerais qu'on en parle et puis je pense qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Donc, voilà pour le point sur ce report. J'espère que j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. En une demi-heure, c'est un peu court, mais c'est pour vous donner les points principaux et vous aider le plus possible. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie vraiment de votre attention. C'est un exercice qui était nouveau pour moi aussi. Donc, j'espère qu'il a correspondu à vos attentes. Sophie, je vais répondre à votre question. Je vais vous demander. Comme vous l'a présenté Eric en début, 5 personnes pourront prendre un rendez-vous pour un bilan personnalisé gratuit et pour des séances de questions-réponses avec moi. Donc, ce sont des séances d'à peu près 40. Alors, c'est une offre qui est réservée bien sûr aux fabricants et aux distributeurs, aux opérateurs économiques. Donc, inscrivez-vous. Eric vient de vous envoyer en fait le lien pour pouvoir prendre les rendez-vous. Donc, ça sera gratuit pour les 5 premières personnes et ça nous permettra de passer 45 minutes pour vraiment parler de votre. Bien sûr, vous aurez le support, Eric ayant tous vos identifiants, il vous enverra les supports en PDF, il n'y a aucun souci. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mon email et mon numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous avez quelques questions, voilà, mais vraiment questions rapides hors du rendez-vous personnalisé, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de votre attention et donc Sophie, vous pouvez peut-être remettre si vous voulez poser la question, parce que je ne vous retrouve plus dans tout ce. Oui, j'ai permis. Vous pouvez normalement remettre votre micro si vous voulez me poser votre question en direct. Oui, bonjour Lydie. Oui, il y aura sûrement des replays de cette présentation. Non, on ne vous entend pas, Sophie. Ce que je lis votre question, c'est qu'en est-il de la translation des docs et je dois avouer que.
Oui, Ludovic, effectivement, le résumé des caractéristiques de performance et de sécurité est applicable même en l'absence d'AMED. Et donc, notamment, on attend ça dans le guideline, on attend les conditions dans lesquelles on va devoir le mettre en place et comment le communiquer aux autorités dans le guideline qui est attendu justement sur les solutions administratives en absence de DAMED. Oui, alors nous avons des soucis d'interprétation sur la traduction des déclarations de conformité dans chaque langue. Effectivement, sur le règlement, il n'est pas clairement indiqué si vous devez prévoir des déclarations de conformité dans toutes les langues. Le plus basique, ces déclarations de conformité devront être surtout envoyées aux opérateurs économiques et la langue de l'Europe étant l'anglais, le mieux est de la faire en anglais et ensuite de ne la traduire que sur demande de certaines autorités ou sur demande de certains opérateurs économiques. J'espère avoir répondu à votre question. Parfait. Oui, Audrey, Oui. voilà, Sophie a précisé par chat sa question. Oui, je viens de lui Voilà, répondre. Oui. d'accord. Je viens de répondre qu'en fait, effectivement, la langue européenne étant l'anglais. D'ailleurs, je précise que la loi européenne, quand vous avez un débat par rapport au règlement, c'est sur la version anglaise. Donc, si vous avez des difficultés d'interprétation entre l'organisme notifié et vous ou une autorité et vous, c'est sur le texte de loi anglais qu'il faut se reporter, donc sur le règlement en version anglaise. De même pour les déclarations de conformité, vous pouvez très bien l'établir seulement en anglais et ensuite les autorités compétentes peuvent vous demander de l'avoir dans la langue officielle du pays, mais de base, on ne peut pas vous reprocher de ne l'avoir fait qu'en anglais. Alors, Alaf a une question très intéressante. Effectivement, vous pouvez tout à fait utiliser le format de l'IMDRF. Donc, l'IMDRF, c'est l'Organisation mondiale pour l'harmonisation de la réglementation sur les DM. Qui avait édité le format STED pour les documents techniques selon les directives et qui a édité un nouveau format qui est très intéressant et qui peut vous permettre à répondre à plusieurs réglementations sur les DM. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour la construction de votre documentation technique selon le règlement. Ensuite, dernièrement, j'ai vu passer énormément de documents, je dirais de livrets blancs d'organismes notifiés. Il y a eu BSI, il y a eu TÜVSÜD dernièrement, qui vous indiquent comment eux veulent que vous montez la documentation technique. Donc, vous pouvez très bien monter votre documentation technique selon le format de l'IMDRF et ensuite fournir à votre organisme notifié le sommaire tel que eux voudraient que vous montez la documentation technique. Donc, par exemple, si vous avez BSI, vous reprenez leur livret blanc et la correspondance avec le sommaire de l'IMDRF en face. Oui, je l'ai entendu dire aussi, mais pour l'instant, clairement, faisant partie aussi d'une commission de normalisation, on en a discuté. Pour l'instant, on peut tout à fait appliquer l'IMDRF, il n'y a pas de contre-ordre. Et donc voilà, et pour l'instant, je n'ai rien vu passer d'officiel sur cette documentation technique européenne. L'IMDRF vous permet tout à fait de répondre. Quelle est l'interprétation sur l'utilisation de la démonstration d'équivalence pour les dossiers d'évaluation clinique? Donc, autre question, et après j'en finirai là, bien sûr. Clairement, la démonstration de l'équivalence, pour avoir vécu un audit, deux audits selon le règlement et pour connaître bien des auditeurs, clairement, la démonstration d'équivalence, il sera accepté que 1 ou 2 équivalents à votre dispositif. Il faudra qu'elle soit vraiment, voilà, presque ça doit être une copie.
Et donc, c'est très difficile maintenant de s'appuyer sur la démonstration d'équivalence pour les dossiers d'évaluation clinique. Alors, Eric, on a une question qui est plus pour toi. C'est comment savons-nous si nous avons rendez-vous avec vous? Alors effectivement, on a eu beaucoup de succès. Il y a plus de 5 personnes inscrites. Donc, on va respecter le principe du premier inscrit, premier retenu. Mais je vais discuter avec Audrey d'une solution pour ceux qui se sont inscrits au-delà des 5 places D'accord, gratuites disponibles. oui. Voilà, c'est important. Ce message, simplement pour vous dire aussi que, comme vous l'a dit Audrey, je vais vous envoyer par mail le PDF de la présentation d'Audrey. Mmh. Le replay sera également disponible. C'est important pour ceux qui ont peut-être eu quelques difficultés à se connecter et sont Ou qui ont dû arrivés partir plus malgré tôt. eux, arrivés en retard dans cette conférence. Je vous adresserai également un questionnaire satisfaction. C'est important pour nous permettre, Mmh. Audrey vous l'a dit, c'était un premier exercice, donc pour permettre d'améliorer encore cet exercice court, synthétique, qui visiblement a, par rapport à vos premiers commentaires, répondu à vos attentes. Mmh. Voilà, donc je Voilà, vous moi je envoie vais également juste me permettre. les coordonnées d'Audrey également. Voilà, je vais me permettre juste de répondre donc pour la démonstration d'équivalence, si votre évaluation clinique, porte sur un équivalent, il faudra que vous fassiez la démonstration d'équivalence par rapport à votre DM, donc si c'est de la concurrence avec DM concurrents. Donc effectivement, il faudra la démontrer si, votre évaluation clinique porte, est portée par ça. Effectivement, sinon et n'oubliez pas que comme vous devez prouver que l'équivalence est continue, il faudra quand même avoir un accès à un certain nombre d'informations, sur ce DM concurrent et donc avoir accès à la documentation technique. Donc ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Donc voilà. Voilà pour ce point-là. Donc n'hésitez pas. Heu si dans votre, dossier, votre rapport d'évaluation clinique effectivement, vous ne portez que sur votre, propre DM, qu'il n'y a pas d'équivalence et que vous avez assez de données cliniques par rapport à votre propre DM, effectivement, vous n'avez pas besoin de faire une démonstration d'équivalence avec qui que ce soit. Et je vous remercie, vous aussi. N'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait une question sur la substance, la règle 21. À la limite, envoyez-moi un mail. Vous avez mon adresse là, a.gilbert@ifis.fr et on échangera par mail juste sur ce point-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Lydie, pour vos commentaires. Je vais mettre très vite fin à cette présentation. Merci encore et à très bientôt. Et bon courage, bonne continuation pour toute la suite. Bonne continuation également. À très bientôt. Au revoir. Merci À Audrey. bientôt. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup, Eric.